matin du samedi 22 avril, Alger s'éveillait devant un spectacle imprévu. Des unités de légionnaires et de parachutistes occupaient les points stratégiques. Radio Alger annonçait « L'armée s'est assuré le contrôle du territoire algéro-saharien ». Cette proclamation était signée du général Chal, démissionnaire depuis janvier. Une fièvre nouvelle s'emparait aussitôt d'une population qui souffre toujours de la plaie mal fermée de l'Algérie française. Pendant ce temps, les événements couraient. On apprenait coup sur coup l'arrestation du délégué général, le ralliement d'Oran, l'arrivée de Salan, le discours du général de Gaulle. Si déjà dans l'édifice du complot certaines fissures apparaissaient, la foule algéroise n'en imaginait rien encore quand le lundi 24, elle envahissait le forum pour acclamer les 4 hommes qui s'étaient emparés du pouvoir. Au balcon de la délégation générale, ils apparaissaient. Charles, Salan, Jouot, Zeller. Tour à tour, il s'adressait à la population, lui répétait les mots qui activaient sa fièvre. Mais derrière les applaudissements de cette foule, pouvait-on ne pas entendre l'écho des paroles qu'avait prononcées la veille le général de Gaulle, affirmant l'autorité de l'État, dénonçant l'action des insurgés, dictant des ordres pour arrêter le drame. Certains signes avant-coureurs annonçaient-ils déjà l'éclipse rapide des triomphateurs du jour? L'embarquement sur l'aile Mansour de 600 libérables, qu'on n'avait pas osé retenir, pouvait marquer que les hommes du contingent regardaient avec défiance l'opération et restaient fidèles au commandement légitime. Autre signe, à Paris, l'Assemblée nationale, réunie en séance extraordinaire pour écouter un message du président de la République, s'unissait à sa résolution de briser par tous les moyens l'insurrection et approuvait les mesures prises pour le faire. Et soudain, en quelques heures, tout s'effondrait à Alger. La majorité des unités stationnées, la marine, l'aviation, refusaient leur concours au complot. À l'aube du mercredi 27, tout était rentré dans l'ordre. Les gendarmes mobiles réoccupaient la délégation générale, abandonnée par les 4 ex-généraux. Partout, les troupes fidèles avaient repris le contrôle. Triomphante 4 jours, la conspiration se diluait d'un seul coup devant le refus à la fois de l'armée et de la nation. Dernier acte. À la porte de la prison de la Santé, un petit groupe en attend. Une voiture qui entre sans ralentir. Le général Chal s'est constitué prisonnier. Ses comparses ont disparu. La parole est maintenant à la justice. L'épreuve est finie, elle a été dure, elle laisse des traces douloureuses, mais la France a gagné. Dans toute l'Algérie, la restauration de l'autorité s'est opérée sans retard. Dans la journée même de la reprise en main, le ministre d'État chargé des affaires algériennes, M. Louis Jox, réinstallait à la délégation générale M. Jean Morin, ramené en avion d'Insalah où il avait été déporté. Alger, parcouru de patrouilles, surveillée par l'armée, offrait le spectacle d'une ville comme assommée, sortant d'une aventure à laquelle elle n'avait peut-être jamais cru tout à fait. Dans son immense immeuble gardé militairement, la radio d'Alger était redevenue France 5 et l'on voyait dans les commissariats s'esquisser les premières remises d'armes dont la récupération doit être opérée sous réserve de perquisition. Des terrasses, on pouvait voir l'escadre partie de Toulon mouillée au large. 6 bâtiments parmi lesquels le croiseur Colbert, l'unité la plus moderne de la flotte française, et le porte-avions à Romanche. Le Colbert, qui avait ramené à Toulon les cendres du maréchal Lyautey, avait appareillé pour Alger dans l'heure même de l'accomplissement de sa mission. Un dernier acte se jouait à Zeralda, camp de repos, où s'était replié le premier régiment étranger de parachutistes qui avait été à la pointe de l'insurrection. Le premier REP, demain, n'existera plus. De Zeralda, bloqué par les unités du contingent, 60 camions ont emporté au milieu des pétarades des fumigènes l'unité rebelle jusqu'à Sidi Bel Abbès, dépôt de la Légion où elle sera dissoute. C'est maintenant l'heure triste où l'on fait les comptes et où le destin présente l'addition. Ces hommes-là paieront leur folie. Ils le savent, ils l'acceptent. C'est qu'un monde vient de mourir. Ce monde où un ordre devient une base de discussion. Il n'y a plus aujourd'hui dans l'armée place que pour une morale et une discipline. À bord du croiseur Colbert, la dépouille du maréchal Lyautey a regagné la France.
19 coups de canon ont salué le retour du grand soldat qui sut, de 1912 à 1925, créer les bases du Maroc moderne et faire d'une région en perpétuel état de trouble un état solide et un pays moderne. Dans quelque temps, la France donnera à Lyautey la glorieuse sépulture des Invalides. Il attendra ce jour émouvant dans le silence de la petite chapelle de Saint-Mandrier, sous la garde des marins qui ramenèrent ses cendres. Le standing international d'une nation dépend de l'importance de sa production, de la capacité de ses usines et du degré de modernisation de son équipement. On a vu d'ailleurs quel chemin dans ces divers domaines a parcouru depuis 5 ans l'industrie française. Les industries de base comme les cimenteries, qui ont vu depuis la guerre croître considérablement les demandes en fonction des besoins de la construction, doivent poursuivre un effort continu d'investissement. Les prêts du Crédit National concourent à leur financement. Ces prêts, qui s'adressent aussi bien aux grands complexes sidérurgiques qu'à des firmes modestes, se répartissent aujourd'hui entre plus de 2600 entreprises pour un total de 341 milliards d'anciens francs. Ils s'étendent aux affaires commerciales de toute envergure, depuis le petit magasin d'alimentation jusqu'au supermarché. Il n'est pas de secteur de l'économie qui n'en ait bénéficié, si bien que le Crédit National apparaît comme le ressort de l'économie française. Harem et Plata font les belles soirées d'un cirque espagnol. La virtuosité avec laquelle ils font usage de leur force leur a d'ailleurs valu de solides admirations. La discipline musculaire de ces deux athlètes aux mains nues est telle que les figures semblent se suivre avec la plus grande facilité. Et pourtant... À notre époque de machines plus étonnantes chaque jour, il n'est pas mauvais de se rappeler quel admirable mécanisme peut être aussi le corps humain. Rafael Cruz Conde est jaloux des lauriers de grand-papa. Son grand-père était, il est vrai, le célèbre matador de Cordoue, Machaquito. Ce n'est pas toujours facile d'imiter son grand-père. Tous les jeunes novilleros qui participent à cette course de taureaux vont avoir l'occasion de s'en rendre compte. Lequel d'entre vous va se décider, messieurs? Ne vous pressez pas, il y en aura pour tout le monde. Surtout, pas de panique, il faut de la dignité pour être un grand matador. Oui, mais un faux pas est si vite arrivé, le taureau, lui, ne s'embarrasse pas de vaines fioritures. À ce train-là, on se demande s'il va rester encore des combattants pour terminer la corrida. Et s'il n'en reste qu'un, décidément le courage ne paie pas. On finira bien par le vaincre, ce taureau, tout de même. Non, ce n'est plus une corrida, c'est Elsa Popine. Les femmes girafes. Witold de Golisch les a découvertes quelque part sur les hauts plateaux de Birmanie, aux confins du Laos et de la Chine. Elles vont et viennent dans leur village, la tête posée au sommet d'une spirale de métal. Leur cou peut atteindre jusqu'à 30 et 40 cm. Jadis, ce collier vertigineux servait, dit-on, à protéger de la morsure des tigres. Aujourd'hui, il n'est plus que le signe évident de l'élégance et de la richesse, l'une et l'autre se mesurant au nombre des spires. À partir d'un certain âge, l'abandon du collier équivaudra à un arrêt de mort, la distension des tissus ne leur permettant plus de soutenir le poids de la tête. Ne croyez pas qu'une telle élégance voue à l'oisiveté. Les femmes girafes travaillent au champ, avec peut-être seulement un rien de retenu dans le geste. Armure ou carcan ou bijoux, ou les trois en même temps. Comme le monde est étrange, disait déjà Marco Polo.